Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube. Bienvenue sur cette chaîne YouTube destinée aux amoureux de l'intelligence artificielle, de la data et tout ce qui tourne autour de la nouvelle technologie. Je suis Edson Cano, je suis data ingénieur, data analyst en France actuellement. Et comme toujours sur cette chaîne YouTube, je travaille avec vous sur des sujets hyper passionnants. Tout au long de cette formation, nous travaillerons avec Power BI dans un contexte où il sera utilisé comme unique outil de BI. Et pour cette formation, ce que l'on va faire, ce que l'on devra faire, c'est chaque étape du projet, c'est-à-dire de l'intégration en passant par la transformation de données, de la mise en place du dataset jusqu'à l'élaboration des rapports et des tableaux de bord. Que vous soyez nouveau, que vous soyez amateur ou professionnel, cette formation est faite pour vous. Parce qu'en gros, l'objectif ici, c'est en fait de présenter les astuces, de présenter les bonnes pratiques pour effectuer de la BI avec Power BI. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager le lien pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Je reste disponible toujours en cas de besoin. Vous pouvez me contacter par mail, via LinkedIn. Je reste disponible et voilà, pour répondre à toutes les questions et toutes les préoccupations de tout un chacun. Mais écoutez, sans toutefois tarder, on va commencer avec le vif du sujet et on va démarrer avec notre projet. Et pour cela, on va commencer par la première étape qui est la présentation du jeu de données. En fait, pour tout projet qui concerne des données, l'une des parties importantes, en fait, c'est tout d'abord de se familiariser avec les données que l'on souhaite manipuler, de comprendre bien le contexte, en fait, dans lequel nous travaillons. Voilà pourquoi il est important de prime abord, d'essayer de comprendre d'abord les fichiers, ce que les fichiers contiennent comme information, comme données, pour que nous puissions, en fait, aisément anticiper le travail et avoir une préparation quant aux insights, quant à ce qu'on va mettre en avant, en fait. Donc, déjà, par rapport à nos données, il s'agit de données provenant d'une compagnie vendant des produits en ligne et ce, dans le monde entier. Pour cette compagnie, la société excelle plus aux États-Unis. Donc, déjà par rapport aux données, le lien en description de la vidéo. Et si vous avez des difficultés notamment pour télécharger les données, vous pouvez m'écrire. Je reste disponible voilà, pour répondre à vos questions. Par rapport aux données que nous allons exploiter, nous avons le fichier Geodata. En fait, le fichier Geodata, c'est celui qui contient des informations sur les données géographiques, notamment les ventes. Nous avons un fichier Manufacturer Details. Manufacturer Details, en fait, lui, il contient les informations sur les différents fabricants des produits. Ensuite, on a le Product Information qui, lui, comme son nom l'indique, contient les informations sur les produits. Et là, on a notre fichier USA Sales, c'est un fichier TXT qui contient en fait des données de vente aux États-Unis uniquement. Par la suite, on a un dossier WOR6. Ce dossier, en fait, contient des données de vente dans les différents pays du monde. Notamment, vous allez voir Australie, Canada, France, Germany, Japan, Mexico, Nigeria. En gros, ce sont les informations de vente dans les différents pays en dehors des USA. D'où le nom du dossier World 6. Donc, l'idée, en gros, c'est de se dire que tous ces fichiers ont la même structure et contiennent tous les mêmes champs, décrivant en fait les ventes dans les autres pays de la compagnie. Ok, donc maintenant que nous savons un peu plus sur les données que nous ont proposées, on peut facilement passer à l'étape suivante, justement, qui est celle que vous attendez depuis, c'est le Power BI. Donc, rendez-vous dans Power BI. Ok, nous sommes donc au niveau de l'interface de Power BI. C'est ça qui est récent. Donc, on a une introduction. Donc, vous pouvez avoir un petit tutoriel justement de présentation de Power BI qui est recommandé. Donc, je vais vous laisser le soin d'aller regarder. Et vous avez la possibilité d'ouvrir des projets qui existent déjà ou bien visualiser vos projets récents. Donc là, ce sont mes projets récents. Mais pour cette formation, en fait, comme je l'ai dit, on va commencer de zéro. Donc, c'est à nous d'aller étape par étape jusqu'à la visualisation de nos données. Donc, on va aller sur rapport vierge, d'accord? Et en cliquant dessus, on se retrouve sur l'interface de Power BI en question. Donc, en fait, sur cette interface, on a à droite, vous voyez le volet visualisation, le volet données. Nous n'avons pas encore de données, comme vous pouvez le voir. Vous n'avez pas encore chargé de données. On a les filtres, voilà. Et à gauche, on a d'autres éléments, notamment l'affichage du rapport, ici que nous sommes supposés effectuer la visualisation, l'affichage des tables, les relations. On verra par la suite également l'affichage des requêtes d'ex. Mais en fait, la première partie en fait, qui va nous intéresser, c'est la partie de Power Query. Power Query, en fait, c'est un mini ETL, un ETL pour extract, transform, load dans un projet Power BI.
Il permet de se connecter à une multitude de sources de données, notamment des fichiers, les bases de données relationnelles, non relationnelles, les services en ligne et bien encore. Je vais vous présenter quelques sources de données auxquelles Power Query peut se connecter. Et il permet en fait aussi d'appliquer tout un ensemble de transformations qui visent à transformer et à modeler les données à notre besoin. Cela pour faciliter la visualisation. Et tout cela, en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est que tout cela se fait avec un moins d'effort possible de la part de l'utilisateur. Pas besoin d'avoir des compétences en programmation, pas besoin d'être réellement technique pour pouvoir y travailler. Non, le tout, c'est de comprendre la logique, c'est de savoir ce que l'on veut faire et le tout est joué. Power Query nous offre des facilités pour effectuer cela. Avant de démarrer avec Power Query, je tiens en fait à faire une précision. Pour la plupart des personnes, lorsqu'on parle de formation en Power BI ou BI, ils pensent uniquement à la visualisation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, la visualisation, c'est certes une étape importante, mais la visualisation dépend des étapes au préalable, notamment la partie de Power Query qui est la partie de transformation de données. Parce qu'en fait, pour avoir une bonne visualisation, il faut en gros avoir eu une bonne transformation, il faut que les données soient épurées et il faut également que nous ayons un très bon modèle. En fait, ce sont ces étapes-là en fait, qui sont primordiales et qui permettent en fait d'avoir de bonnes visualisations. Donc, pour cette formation, la visualisation viendra, mais sachez qu'elle ne viendra pas d'aussitôt. Parce que pour moi, pour nous, le plus important sont les bonnes pratiques. Le plus important, c'est pas d'arriver rapidement, mais c'est d'avancer lentement, sûrement, progressivement en suivant les bonnes pratiques pour atteindre un bon objectif. Donc, on va rapidement démarrer avec Power Query. C'est cette icône au niveau de l'accueil. Vous allez voir transformer les données. Donc, sur transformer les données, on va utiliser l'éditeur Power Query pour nous connecter, préparer et transformer les données. On va cliquer dessus. Une fois l'interface de Power Query ouverte, déjà ce que vous avez remarqué, c'est quoi? C'est que Power BI effectivement est toujours là. C'est ça, Power BI est là. Mais on a également Power Query, justement, qui sera utilisé pour notre travail d'ETL, c'est-à-dire extract, transform, load. Donc, on va effectuer ce qu'on appelle l'extraction. C'est la première étape, c'est-à-dire la connexion à notre source de données. On va effectuer les transformations et enfin, on va effectuer un load, c'est-à-dire un chargement de données dans Power BI. Donc, pour cette partie de la formation, on va se concentrer sur Power Query uniquement. Donc, pour ça, on va aller sur Nouvelle source de données au niveau d'accueil. On va cliquer et on va choisir en fait la source de données. Déjà, là, ce sont les sources de données les plus couramment utilisées, mais il y a une panoplie de sources de données. Quand on va sur plus, vous constatez que Power Query peut se connecter à une panoplie de sources de données, comme je le disais, les paquets, les bases de données Postgre, Sybase, Snowflake, Web, Azure. Donc, vous voyez, il y a une panoplie de sources de données que vous pouvez exploiter et vous pouvez même personnaliser vos propres connecteurs. Donc, pour notre projet spécifiquement, on a remarqué lors de la familiarisation avec les données que nous avions des fichiers Excel. Donc, on va aller sur Excel, je peux connecter. Et là, je navigue vers le dossier qui contient mes différents fichiers. Je vais commencer par prendre Geodata. Je vais cliquer tout simplement sur mon fichier Geodata et je l'ouvre. Et une fois, en fait, Power Query nous ouvre cette interface et nous présente en fait une feuille Geo. On va la sélectionner. Pourquoi? En fait, parce que les fichiers Excel peuvent avoir plusieurs feuilles. Notamment ici, de manière spécifique, on a une seule feuille. Mais pour certains projets, on peut avoir plusieurs feuilles. C'est à nous de choisir les feuilles que nous jugeons importantes par rapport au projet que nous souhaitons mettre sur pied. Donc, on va sélectionner Geo et on peut visualiser rapidement quelques lignes en fait de la feuille que nous voulons en fait importer. Ok, donc on est bon. On va cliquer sur OK et directement à gauche, vous voyez, au niveau des requêtes, on a une requête. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Power Query, on parle de requête, mais on peut partir du principe que par défaut, une requête dans Power Query représente une table dans le modèle de données qu'on verra par la suite. Donc, mais retenez simplement que la requête est égale à la table. Donc, on a ça. Ensuite, on pourra reprendre le même principe pour la connexion avec d'autres sources de données, notamment pour Product. On va sélectionner Product et on choisit également la feuille Prod, comme ceci. Et voilà. OK, on l'ouvre. Parfait. Prod est là. Magnifique. Par la suite, on pourra se connecter encore de nouveau à l'autre source de données, notamment Manufacturer, qu'on sélectionne également et on a l'aperçu. On va sur OK, simplement. On a sélectionné nos trois sources de données des fichiers Excel. Et maintenant, si vous vous rappelez bien, notre fichier USACL, c'était de type test.
Donc, on va cliquer sur test CSV. Et cette fois-ci, on va choisir USA Sales. OK. Donc, du coup, là aussi, ici, on a un aperçu de notre fichier USA.txt. Donc, on pourra donc cliquer sur OK pour l'importer. OK. Par la suite, rappelez-vous, pour les ventes à l'international, on avait un dossier qui s'appelait World Sales. Un dossier World Sales qui contenait en gros des informations des ventes dans le monde. Donc, on va chercher un connecteur. Cette fois-ci, qui sera de type dossier. OK, celui-ci. Et on va aller sur se connecter. Et on va parcourir dans notre machine où se trouve en fait le dossier World 6. OK, donc j'ai mon dossier World 6. Je vais mettre OK. Ce qu'il faut savoir par rapport au connecteur dossier, c'est quoi? C'est que pour tirer profit de ce connecteur, il faut s'assurer que tous les fichiers disposent d'une structure similaire. Donc, il faut en fait, en gros, comme je le disais de prime abord, que tous ces fichiers aient la même structure. Et voilà pourquoi, en fait, ici, on a la possibilité de combiner, transformer. L'objectif, en gros, c'est de se dire que vu qu'on souhaite effectuer les opérations sur ces fichiers et que ces fichiers ont la même structure, pourquoi ne pas donc les regrouper et effectuer une fois les opérations sur tous ces fichiers au lieu d'effectuer les opérations redondantes sur chaque fichier de manière spécifique. Donc, vous comprenez donc, en gros, pour que ça se fasse, il faut que ces fichiers aient la même structure. Donc, voilà les fichiers qui ont été identifiés, notamment Australia, Canada, France, Germany, Japan, Mexico, Nigeria. Donc, on pourra aller sur combiner et transformer. Et on constate en fait que effectivement une nouvelle requête World CSS a été ajoutée, mais pas que. Il y a également un dossier qui a été ajouté, un dossier transformé le fichier à partir de World CSS. Bon, en gros, ce dossier a été créé en rapport avec la combinaison qu'on a effectuée. Mais pour le moment, faites abstraction de ça. Ça ne va pas nous être utile pour le moment. On va en reparler par la suite. Il n'y a pas de problème. On est bon, donc on peut passer à la prochaine étape. Notamment, ce que je vais faire rapidement avant de continuer, c'est de vous présenter l'interface de Power Query. Déjà, à gauche, vous l'aurez compris, la gauche représente toutes les requêtes. Les requêtes qui représentent en fait les tables, qui représentent les différentes sources de données, nos fichiers qui ont été importés dans Power Query. Donc vous voyez, on a Geo, on a Prod, on a List of Manufacturers, on a USACS, on a Worksys. C'est ça, le volet requête. À droite, on a le volet des étapes. Ici, en fait, on présente quoi? Ici, Power Query présente les étapes qui ont été déjà effectuées sur chacune de nos requêtes. Vous allez me dire, on n'a effectué aucune étape, mais pourtant, il y en a. Oui, en effet, il y a des étapes, juste parce qu'en fait, grâce à l'intelligence de Power Query, lorsqu'on importe en fait un fichier, se charge d'effectuer des opérations de base qui sont pour la plupart du temps justes, mais pas toujours. Donc voilà pourquoi après, on verra si Power Query s'est trompé ou pas. Et si c'est le cas, on va rectifier. Si ce n'est pas le cas, c'est tant mieux pour nous. Mais c'est une opération, ce sont des opérations hyper importantes parce qu'en fait, elles nous permettent justement de ne pas reprendre certaines. Donc, comme vous voyez là ici, par exemple, Power Query a modifié les types, a promu les entêtes, a effectué une navigation, ce qu'on verra par la suite. Vous aurez compris, dans l'espace central, on a une visualisation des données, c'est ça, et plus précisément une visualisation des 1000 premières lignes. Donc, si vous regardez là tout au fond en bas, on a profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes. Et vous verrez en fait que c'est une information importante parce qu'il y a plusieurs décisions dans Power Query qui sont prises sur la base des 1000 premières lignes que l'on pourra modifier bien sûr. OK. Maintenant, tout au-dessus, c'est le ruban le plus intéressant, le ruban le plus intéressant. On a le volet accueil. Dans le volet accueil, c'est où nous avons importé nos différentes sources de données. C'est où nous aurons la possibilité de gérer les colonnes, de réduire les lignes. S'il y a des lignes qui ne sont pas utiles, on peut les supprimer. On pourra fractionner les colonnes, on pourra les regrouper, on pourra modifier les types de données et tout. Voilà, on pourra combiner les différentes requêtes et bien d'autres encore. Dans le volet de la transformation, on pourra utiliser les premières lignes pour faire des entêtes, donc c'est-à-dire notamment la notion d'entête promue. On verra par la suite. On pourra transposer, on pourra inverser les lignes, on pourra fractionner les colonnes, on pourra gérer les formats. Ensuite, on a ajouté une colonne, on pourra effectivement ajouter une colonne, mais cette fois-ci en utilisant plusieurs moyens, notamment la possibilité d'ajouter une colonne à partir des exemples, à partir des colonnes personnalisées,
à partir des fonctions, des colonnes conditionnelles et bien d'autres. Vous verrez en fait qu'il y a plusieurs façons de créer une colonne et ce, à partir des colonnes qui existent déjà ou à partir de rien. OK? Côté affichage aussi, ça nous sera très utile, très utile pour la suite du travail. On a aussi les outils pour les diagnostics, pour les options de diagnostic en gros. Et enfin, les aides, notamment, pour pouvoir avoir une formation guidée, vous pouvez avoir la documentation en direct de Power BI. Vous avez accès au blog, à la communauté BI, à la communauté des développeurs BI, plein d'exemples, des galeries et j'en passe. Donc, en gros, tout est réuni pour pouvoir exceller dans Power Query, dans Power BI en général. Avant de continuer, donc, commencer. On va donc commencer avec la transformation des données. Comme tout bon ETL qui se respecte, dans Power Query, on est à mesure d'aller chercher les données depuis de nombreuses sources différentes, ce que vous avez vu d'ailleurs, mais évidemment d'appliquer aussi les transformations qui s'imposent avec la particularité de les rendre assez intuitifs, même pour les utilisateurs qui ont moins de compétences en programmation. Vous n'avez pas besoin de compétences réelles en programmation, vous n'avez pas besoin de compétences techniques. Donc, c'est ça vraiment la particularité de Power Query, de cette ETL qui est Power Query. Dorénavant, vous pouvez dire, vous, amoureux de la data, que je travaille avec l'ETL Power Query. C'est magnifique. Donc, pour ça, on va commencer déjà par l'affichage. Parce qu'en fait, je pense que pour la plupart, vous n'avez pas ces détails concernant les données. Donc, vous allez sur affichage. Normalement, vous allez cliquer sur distribution des colonnes et également sur qualité de la colonne. Lorsque vous allez cliquer dessus, en fait, ça va vous donner une description de vos différentes requêtes, des différentes colonnes de vos requêtes. Et cette description, en fait, vous aide de prime abord à avoir une idée de ce sur quoi vous travaillez, notamment avoir des informations. Déjà, vous pouvez voir qu'ici, on a par exemple, les données sont à 100% valides, on a 0 erreur, on a 0 vide, on a les valeurs distinctes, les valeurs uniques. Donc, notamment, vous comprenez qu'ici, ça, c'est un identifiant parce que on a 1000 valeurs distinctes et 1000 valeurs uniques. Rappelez-vous pourquoi en fait c'est 1000. C'est 1000 parce que comme je l'expliquais dernièrement, Power Query en fait se base sur les 1000 premières lignes pour pouvoir effectuer l'analyse. C'est pas pour dire en fait que toutes les autres lignes ne comptent pas. Non, pas du tout. C'est juste en fait que Power Query utilise les 1000 premières lignes comme échantillon pour faciliter justement les opérations sur les données. Et lorsqu'on applique les transformations sur ces 1000 lignes, les transformations sont également appliquées sur toutes les autres lignes. Rappelez-vous, ici, c'est vrai, vous voyez 1000 lignes, mais sachez qu'on a implanté plus de 4 millions de lignes dans le dataset en fait qui vous a été donné. Dans toutes ces requêtes, on a plus de 4 millions de lignes. OK. Donc, normalement, vous avez vu l'ensemble des données. Donc, on pourra commencer donc avec la transformation de nos données. On pourra aller au niveau d'accueil. Maintenant, je vais vous donner quelques règles primordiales pour pouvoir travailler. C'est-à-dire notamment des règles. Les premières règles lorsqu'on travaille sur un projet en Power Query. La première règle, c'est bien nommer ses requêtes et bien nommer ses colonnes. Pourquoi en fait? Parce que l'objectif en fait, c'est d'effectuer des visualisations qui doivent être compréhensibles par une personne en fait qui n'est pas du domaine ou par une personne en fait qui ne sait d'où nos données sortent et comment est-ce qu'on a pu les obtenir. Donc l'objectif en gros, c'est de se dire qu'on doit rendre nos données les plus explicites possibles pour que nos visualisations à la fin soient plus parlantes. C'est ça l'objectif. Donc voilà pourquoi la première étape, c'est de renommer toutes nos requêtes pour qu'elles soient plus explicites et ensuite renommer également les colonnes de nos différentes requêtes dans Power Query. Donc on va le faire rapidement. Pour renommer, rien de plus simple, vous allez double-cliquer sur le nom. IO, on va renommer par location minuscule, pardon. Prod, on va renommer par product parce que prod, ça renvoie au produit. List of manufacturer, on peut renommer par tout simplement manufacturer. On peut avoir la même nomenclature avec un majuscule. Ou SA sales, on va renommer par sales, notamment parce que ce sont les ventes spécifiques. Et wall sales, on pourra laisser wall sales tout simplement. OK. Maintenant que nous avons renommé nos requêtes, c'est la première étape. On peut donc parcourir les requêtes étape par étape, chacune, pour voir en fait s'il n'y a pas de problème. Maintenant.
Lorsqu'en fait on se retrouve au niveau d'une requête, la première chose c'est de vérifier en fait la structure de la requête, c'est-à-dire est-ce qu'en fait les données sont lisibles et exploitables. Ici c'est le cas, c'est lisible et exploitable. Voilà la première question qu'on va se poser. Est-ce que c'est lisible et exploitable? Si c'est oui, on passe à la prochaine question. Est-ce que les colonnes sont bien renommées? Donc là, on a zip, on a city, on a state, on a district. Oui, c'est parfait. Country. Donc, a priori, jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Ensuite, la prochaine étape, c'est de savoir est-ce que nos données ont de bons types. Le type de la donnée, c'est hyper important parce qu'en fait, en gros, l'idée, c'est de se dire que si vous ne mettez pas un bon type, ça va vous rattraper au niveau de la visualisation et d'autres aspects aussi, notamment le stockage. Je prends un exemple. Si vous avez peut-être une valeur quantité de produits et que quantité de produits soit de type test, cela aurait l'incidence que par la suite, vous ne pourrez pas effectuer les opérations avec cette quantité de produits puisque sans type test. Donc, par la suite, on va voir, il y a notamment probablement plusieurs problèmes de type qu'on verra par la suite ici. Donc, déjà par rapport aux types que nous voyons ici, ce sont les types qui sont définis par Power Query. Comme je le disais au niveau des étapes appliquées, il y a une étape pour Power Query, c'est de décider en fait de nous choisir des types. Maintenant, essayons d'observer comment est-ce qu'on visualise les types. Si vous constatez bien au niveau des zip, par exemple, il y a 1, 2, 3. Si je clique sur 1, 2, 3, ce que vous voyez en fait, c'est la liste des types dans Power Query, notamment les nombres décimaux, les nombres décimaux fixes, les nombres entiers, le pourcentage, date et heure, date, fuseau horaire, durée, test, vrai ou faux, c'est-à-dire booléen, binaire. Et on peut également utiliser les paramètres régionaux qu'on verra par la suite et qui est également hyper important. Donc en gros, lorsque vous voyez 1, 2, 3, cela signifie qu'il s'agit d'un type entier. Déjà ici, on va s'intéresser à notre première colonne qui est la colonne zip. Ce qu'on constate en fait, c'est que Power Query a dit en fait et s'est dit que le zip est de type entier. À vue d'œil, ça peut être possible, mais sauf qu'en fait, en gros, c'est qui est une erreur pour deux raisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, si un code postal commence par 0, lorsque Power Query va transformer ce code postal en type entier, en fait, il va supprimer le 0 qui débute par la chaîne, puisque le 0 sur un nombre entier ne compte pas, il doit supprimer ce 0. Et vous convenez avec moi que lorsque le 0 est supprimé, en fait, le Z n'est plus pareil. Le code postal, en fait, ne représente plus la même chose. Il y a cet aspect-là. Et un autre aspect, c'est quoi? C'est que, comme je précisais tout à l'heure, Power Query s'est basé sur les 1000 premières lignes pour effectuer des prédictions. Mais alors, vu que les 1000 premières lignes contenaient uniquement des nombres, Power Query s'est dit qu'en fait, ça devait être un type entier. Mais si on va plus loin, on va constater en fait que par exemple, les codes postaux, notamment, c'est-à-dire les zip, dans les pays tels que le Canada, n'ont pas uniquement des nombres entiers. Power Query s'est dit, OK, vu que les 1000 premières lignes contiennent des codes postaux avec des valeurs qui contiennent uniquement des valeurs entières, il s'est dit que ce sont des valeurs entières pour tout le reste. Et pourtant, en fait, au-delà des 1000 premières lignes, il y en a probablement qui ont des entiers, qui ont des caractères, je veux dire, notamment les codes postaux du Canada ou bien de d'autres pays. Donc, ce que l'on a fait pour bien visualiser, je vais vous montrer quelque chose. Si on va au niveau des navigations, par exemple, regardez bien au niveau de ces étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les étapes se font de manière successive. Là, c'est la première étape au niveau de la source. C'est vraiment tout au début quand on effectue la connexion. Au niveau de la navigation, c'est la façon dont nos données sont arrivées de façon brute. Et lorsque nos données sont arrivées de façon brute comme ça, Power Query, grâce à son intelligence, s'est dit que zip, cg, state et tout devraient être des en-têtes. Voilà pourquoi la prochaine étape, c'est en-tête promue, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, au niveau de l'en-tête promue, on constate quoi que ici, en fait, vous avez ABC1, 2, 3, ABC1, 2, 3. En fait, lorsque vous voyez ceci, cela signifie que ces colonnes n'ont pas encore de type. Donc, à cette étape, Power Query n'avait pas encore déterminé les types, mais avait promu les en-têtes. Et c'est donc après cette étape que Power Query, sur la base des 1000 premières lignes, a donné des types aux différentes colonnes. Donc, nous, cette fois-ci, vous voyez 1, 2, 3, ABC, ABC. C'est un peu le processus, ce sont les étapes qui ont été appliquées par Power Query par défaut, qui sont très intéressantes. Maintenant, pour bien vous expliquer, si je regarde au niveau des en-têtes promues, rappelez-vous, c'est l'étape où Power Query n'avait pas encore défini des types. Vous voyez par exemple le premier zip a pour valeur 0, 1000. Mais lorsque les types ont été modifiés, ils sont passés de 0, 1000 à 1000. Ce qui veut dire en gros que Power Query justement a vu que ce sont des entiers, a modifié le type en entier
Et en passant par entier, le 0 a été supprimé puisque le 0 avant ne compte pas. Ça n'a pas de valeur. 0, 1000 est égal à 1000, mathématiquement parlant. Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour Power Query, c'est logique, mais sauf que dans la vie réelle et par rapport au projet sur lequel nous travaillons, il n'y a pas de logique puisque le code postal 0 est différent du code postal 1000. Donc, ce que l'on a fait tout simplement, c'est de changer le type. Et je l'ai dit à Power Query que voilà, nous voulons plutôt que ce soit un type test. Donc, on va cliquer sur 1, 2, 3 simplement et on va choisir le type que l'on veut. On va choisir test. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire tout simplement comme ceci. Et une autre façon, je vais vous montrer par la suite. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous demande que modifier le type de colonne. On dit que la colonne sélectionnée a déjà une conversion de type. Voulez-vous la remplacer ou bien conserver et ajouter la nouvelle conversion comme étape distincte? En fait, ici, on doit remplacer l'actuel. Pourquoi? Parce que on veut remplacer l'étape que Power Query a créée pour pouvoir modifier le type. Donc, on veut dire, tu as modifié le type, c'est vrai, mais remplace l'étape-ci, mais pas plutôt le type que nous venons d'affecter, qui est le type juste. On va cliquer sur remplacer. Et donc, vous voyez que nos zéros sont réapparus. Et là, on peut dire qu'on est bon pour le zip. OK? Vu qu'on a corrigé ce petit souci, on peut passer donc à l'étape suivante, la prochaine requête. Donc, normalement, on n'a plus de problème ici. Si par la suite, il y en a, on verra encore, il n'y a pas de problème. Donc, on va donc dans Product. Dans Product, ce que l'on doit faire, c'est vérifier d'abord la structure. Comme je vous ai dit, première étape pour vérifier la structure. Est-ce que les données sont plus ou moins lisibles? La réponse, c'est oui. Parce que oui, on voit déjà qu'il y a une colonne PID, Product Ref et tout le reste. Voilà. La prochaine étape maintenant, c'est bien nommer nos colonnes. Actuellement, par exemple, on a PID. Dans PID, grâce aux caractéristiques, on constate qu'on a 1000 distinctes, 1000 uniques. Ce qui signifie en fait qu'il s'agit de l'ID. Donc, on peut modifier tout simplement PID pour modifier le nom, c'est-à-dire renommer. On clique dessus. On peut aller sur renommer. Donc, il s'agit d'un clic droit, renommer. Et tout simplement, on va écrire Product ID. Product ID. Parfait. Pareil, donc on pourra tout renommer. Donc, Product, pas Product Reference. Vous pouvez double-cliquer également. Reference. Pareil, Product Group, ça peut rester inchangé, ça c'est explicite. Manu, on va renommer par Manufacturer ID. Manufacturer ID. OK. Et on est bon. Donc, nos données sont plus explicites actuellement. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est le côté des types. On va essayer de s'intéresser au type de données. Donc, on vérifie. L'ID, c'est des types entiers. Ça va, c'est tranquille. 1, 2, 3, on voit que c'est successif. Normalement, ça ira jusqu'à la fin, d'accord. On a Product Reference. Naturellement, c'est des types test. Comme vous voyez, en fait, ABC, comme je l'ai dit, c'est des types test. C'est ça, oui. Product Group, c'est des types test également. Et Manufacturer ID, c'est des types entiers. Donc, normalement, on est bon pour les types. C'est tranquille. Maintenant, au niveau des transformations, on apprend que la colonne Product Reference, cette colonne, en fait, contient en réalité deux informations. Si vous remarquez bien, la colonne Product Reference contient le code de référence du produit, c'est-à-dire par exemple ici, ça contient le code de référence du produit et également la couleur du produit. Donc ce qu'on va faire en gros, c'est de diviser cette colonne pour séparer les deux informations en deux colonnes distinctes. Cela peut permettre une meilleure exploitation. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous présenter une technique, donc on verra par la suite d'autres manières. Donc, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement faire un clic droit et ensuite, on va fractionner la colonne et cliquer par délimitateur. Donc, une autre façon de le faire aussi, c'était d'aller tout simplement sur transformer en sélectionnant la colonne et aller sur fractionner la colonne et aller sur par délimitateur. OK? Donc, on veut fractionner la colonne, il faut qu'on précise le délimitateur. C'est quoi le délimitateur? Le délimitateur, en fait, représente l'élément logique qui sépare nos deux informations que l'on souhaite fractionner, notamment le code de la couleur. Ce que l'on constate en fait, c'est quoi? C'est que nos différents codes sont séparés de la couleur par un espace et une parenthèse. Voilà donc pourquoi ici, on doit préciser donc que le délimitateur, c'est l'espace parenthèse. Et
on va tout simplement mettre un OK. Qu'est-ce que l'on constate? On constate en fait que on se retrouve avec deux colonnes, Product Reference 1 et Product Reference 2, qui ont été effectivement fractionnées et qui ont chacune des informations distinctes, notamment le code et la couleur. On peut donc tranquillement renommer nos colonnes, notamment cette colonne par Reference Code, et en autre colonne par Color. Parfait. Donc, comme vous voyez, en quelques clics, on a pu séparer les données de deux colonnes. Maintenant, quand on observe un peu aussi notre colonne color, on constate en fait en gros qu'ici, on a des parenthèses qui ne nous servent pas. Pas du tout. Ce sont des informations inutiles, notamment parce que ça n'impacte en rien dans le nom de notre couleur. Pour supprimer ces parenthèses, c'est simple. On peut tout simplement faire un clic droit de nouveau et aller sur remplacer les valeurs. Qu'est-ce que l'on veut faire en gros? On veut remplacer les parenthèses. Et ces parenthèses, on souhaite les remplacer par quoi? Par rien, par du vide. Voilà pourquoi on va mettre parenthèse, remplacer par, on ne met rien et on va mettre juste un OK. En quelques secondes, vous voyez, ici, les parenthèses ont été supprimées. J'attire également encore votre attention sur le volet droit au niveau des étapes appliquées. Comme vous constatez là, on a valeur remplacée. Précédemment, on avait colonne renommée. Ça veut dire si par exemple je viens à l'étape précédente, ce que vous allez constater, c'est quoi? C'est que c'est l'étape où on n'avait pas encore remplacé les parenthèses. Mais c'est l'étape en gros où on a renommé nos différentes colonnes. Si je vais précédemment encore, c'est l'étape où nos colonnes n'avaient pas encore été renommées, mais on les avait déjà fractionnées. Et si je vais encore à l'étape précédente, c'est-à-dire l'étape où on a fractionné, vous constatez en fait que voilà, c'est à cette étape qu'on a effectué le fractionnement de nos colonnes. Et bien avant, si je vais à l'étape de colonne renommée, on constate que notre colonne effectivement n'a pas été fractionnée à cette étape. Donc en gros, c'est à ça que servait ces étapes. Et les bonnes pratiques voudraient que, pour mieux se rappeler généralement de ces étapes, que l'on puisse donner un personnalisé, donner un nom significatif aux étapes que l'on souhaite. Bon, on va pas trop vraiment le faire durant cette formation, mais c'est ce qui est recommandé comme bonne pratique. Par exemple, là, pour cette étape, je peux double-cliquer. Non, ok, pardon. Je peux faire un clic droit, aller sur renommer et l'appeler par exemple. Donc, je peux la renommer, je fais un clic droit, je vais sur renommer, je mets peut-être remplacer et je mets parenthèse. Bon, c'est l'étape où on a renommé la parenthèse. Donc, en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, il est bien de bien renommer ces étapes pour que ce soit les plus explicite possible et pour nous retrouver facilement au cas où on a fait une erreur ou au cas où on veut revenir. Par la suite, vous verrez qu'on pourra revenir tranquille. OK. Donc, on continue donc notre transformation. On voit que le type également, il est bon. Là, c'est le type directement test. Product Group aussi, c'est le type test. OK. Mais pareil que Product Reference, dans Product Group, on constate qu'il y a deux informations, notamment la sous-catégorie et ainsi que la catégorie du produit. La catégorie du produit ici se trouve entre crochets, notamment accessoires, textual, bref, voilà la catégorie entre crochets et hors crochet, ce sont les sous-catégories de nos produits. La magie de Power Query, c'est justement cette flexibilité-là, capacité de nous donner plusieurs alternatives pour pouvoir effectuer une même opération. Donc tout à l'heure, on a fractionné notre colonne, mais cette fois-ci, je vais vous montrer une autre approche qui va nous aider en fait à diviser nos informations en deux colonnes distinctes. Donc ce que l'on va faire cette fois-ci, c'est créer une colonne à partir d'un exemple. Donc on va aller sur ajouter une colonne au niveau de l'onglet. Est-ce que je peux zoomer? Oui, OK. Et vous allez aller sur colonne à partir d'exemple. Oui, OK. On va aller au niveau d'un champ et on va commencer à taper une information, notamment byte. Déjà, ce que vous constatez, c'est quoi? C'est que Power Query a cette intelligence-là de nous proposer déjà une colonne qui est en rapport avec ce que nous sommes en train de taper comme information. Donc, on va également terminer la saisie de Banking. Banking, en fait, il représente tout simplement la sous-catégorie et on va taper Entrée. L'objectif, en gros, c'est de dire va partout où il y a Banking et récupère les éléments en suivant le même principe, c'est-à-dire avant les crochets. Donc, d'où ici, vous voyez que c'est Pant qui a été récupéré. Pareil, ici, c'est Fitness qui a été récupéré. Parce qu'en fait, on a créé justement cette colonne à partir d'un exemple, l'exemple de Banking. Donc, du coup,
on peut tout simplement renommer notre colonne la sous-catégorie. Oui. OK. Et on met en OK. C'est terminé. Pour créer la catégorie, je vais vous inviter à le faire. Avant, vous pouvez mettre pause à la vidéo, vous le faites et après vous venez regarder. Mais notamment, je vais utiliser la même approche. Donc, déjà mes félicitations parce que je sais que tu as mis pause et que tu as pu le faire. On va donc montrer rapidement encore. Et là, je vais plutôt taper accessoires. Donc, c'est ce que je vais saisir. C'est stories. Non, story. Parfait. OK. Et donc là, je peux mettre tout simplement le titre catégorie. Parfait. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a pu fractionner notre colonne Product Group en sub-catégorie et catégorie. Donc, en fait, notre colonne Product Group ne va plus nous aider à présent parce que c'est une redondance d'information. Donc, on pourra juste tout simplement supprimer. Donc, faire un clic droit et aller sur supprimer. Donc, maintenant, on vérifie encore les types, on vérifie les types, la structure et on est bon. On peut s'arrêter là pour les transformations et passer à la requête suivante. Prochaine requête, manufacturer. Première étape, on regarde la structure. Est-ce que la structure est bonne? Non. On est tous d'accord que la structure n'est pas bonne. Déjà parce que si on essaie de scroller, on constate que on a des lignes du fond qui ont uniquement des valeurs nul, 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 nul. Nul, ce qui signifie que ça nous aide en rien. C'est pas important. Donc, à nous de supprimer, on va aller sur transformer. Non, je suis accueil. Pardon. D'accord. On va sur accueil et on va cliquer sur réduire les lignes. Dans la réduction des lignes, vous pouvez soit conserver les lignes, soit supprimer les lignes. Notamment, soit conserver les 3 premières lignes, soit supprimer les 3 dernières lignes. Libre à vous de choisir ce que vous voulez et ça fait toujours partie de la flexibilité de Power Query. Donc, je choisis de supprimer les lignes et quand je vais aller sur supprimer les lignes, on me demande de préciser également est-ce que ce sont les lignes du bas ou les lignes du haut. Donc, je vais donc cliquer sur les lignes du bas, naturellement, et je vais choisir le nombre. C'est quoi le nombre de lignes? Et c'est effectivement 3. Quand je clique sur OK, je constate qu'effectivement mes 3 lignes, mes 3 dernières lignes ont été supprimées. Et à droite, l'étape dernière ligne supprimée est justement ajoutée. Si vous vous rappelez, si je clique encore sur type modifié, on constate qu'à cette étape, nos 3 dernières lignes n'avaient pas encore été supprimées. Donc, si je reprends chaque fois comme ça, c'est pour que vraiment vous puissiez comprendre et cerner vraiment le potentiel et ces différences-là. OK. Donc, je vais à la prochaine étape où on va aller sur les dernières lignes. Maintenant, on se repose toujours la même question. Est-ce que la structure est bonne? Et à ça, la réponse est non. Déjà parce que on constate que comparé aux autres, ici on a l'ID, ici on a manufacturer, ici on a contact, on a l'impression que c'est inversé. C'est pas vraiment le bon sens. Les colonnes sont à la place des lignes et tout le reste. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est transposer. Pour transposer, on va aller sur transformer et on va cliquer tout simplement sur transposer. Et en un seul clic, on se retrouve avec quelque chose de plus raisonnable. On a transposé et là, on a effectivement l'ID, on a le manufacturer et on a contact. Super. On observe de nouveau. Est-ce que la structure est bonne? Bon, non. Pourquoi? Parce qu'on constate en fait que là, les en-têtes ne sont pas bien positionnés. Notamment, l'en-tête ici à la première ligne et pourtant les en-têtes devraient être au niveau du title. Donc, ce que l'on doit faire, c'est tout simplement utiliser nos premières lignes comme nos titres, comme nos en-têtes. Pour ça, c'est simple. On va aller se transformer et cliquer sur utiliser les premières lignes pour les en-têtes, tout simplement. Voilà, c'est magnifique. On se retrouve avec quelque chose de plus intéressant et qui ressemble vraiment plus à ce qu'on a vu précédemment. On se repose donc la question une fois de plus. Est-ce que la structure, elle est bonne? Et je pense que cette fois-ci, la réponse aussi est oui. Vu que la structure est bonne, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de renommer nos différentes colonnes. On va quitter de ID à Manufacturer. ID, Manufacturer, ID, OK. On va quitter Manufacturer, on pourra laisser comme ça, Contact, et c'est OK. Après, est-ce que les types sont bons? Manufacturer ID type entier, oui. Manufacturer type test, oui. Contact type test, oui. Et on est bon, on est OK. Donc, normalement, on est bon et on peut donc passer à la requête suivante qui est la requête Sales. OK.
OK. Au niveau de la requête sales, pareil. Première étape, est-ce que la structure elle est bonne? Cette fois-ci, oui, on est d'accord que la structure elle est bonne. Est-ce que les colonnes sont bien renommées? Est-ce que les colonnes sont bien nommées? On va essayer de parcourir. Et là, on voit Prod ID, c'est pas bon. On va renommer Prod ID par Product ID. OK. Zip, c'est bon pour Zip. On a Quantity, on va bien renommer Quantity. T. OK, parfait. Par la suite, on scroll de nouveau. Unit Price, Unit Cost et c'est parfait, c'est excellent. OK. Maintenant, la prochaine étape, c'est de vérifier les types. On va vérifier Order Date, c'est des types date. Et effectivement, là, c'est des types date. Parce que le symbole du calendrier, c'est le type date. Donc, nous sommes d'accord pour Query a fait du bon boulot. Ship Date, c'est des types date. On a Product ID qui sera des types entiers. C'est bon. Oui. On a Zip qui, en fait, vous vous rappelez, ça c'est le même problème qu'on a eu précédemment, notamment ici, Zip est considéré comme de type entier, mais ça devrait être de type test. Mais cette fois-ci, on va essayer d'être plus prudent que la fois dernière. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, si je vais par exemple tout simplement là, et je décide de changer le type, donc je vais quitter le Zip à test, c'est-à-dire je clique test. Ce que vous avez constaté, c'est quoi? C'est qu'on ne me propose pas de remplacer une étape. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ce que l'on a fait, c'est que on a changé le type après avoir renommé les colonnes. Donc, du coup, l'étape de la modification du type a été déjà effectuée. Bon, on va aller étape à étape pour que vous puissiez bien comprendre ce qui vient de se passer et ce que l'on devrait faire normalement à ce niveau. On va revenir à la source, donc de base. La première étape, c'est l'étape de la source. Là, c'est comme ceci que Power Query a récupéré nos colonnes. Ensuite, en tête promue, observez bien, ici, zip est de type entier. OK, c'est parfait. Donc, pour ça, on va s'atteler sur une colonne qui a un 0 au départ. Sur une ligne, autant pour moi. Je vais prendre la ligne 10 et vous allez constater que justement, la ligne 10, le code de zip, c'est 08 74 0. On est bon. Par la suite, Power Query se rend compte que les 1000 premières lignes de zip ont uniquement les nombres. Donc, du coup, déduit qu'en fait, il doit changer le type et transformer cela en type entier. Et donc, c'est ce qui se passe à la requête suivante, le type modifié. Donc, on va cliquer sur type modifié. On va aller sur la requête. Et qu'est-ce qu'on constate si on revient toujours à notre ligne 10? C'est que le 0 de notre code zip a disparu. Rappelez-vous, si le 0 disparaît, cela signifie en fait que le code postal n'est plus pareil. Et que donc, Power Query effectivement a changé le type, mais par rapport à notre contexte, il ne passe pas, il ne marche pas. Donc, nous, maintenant, on veut corriger le tir en se disant en gros qu'on souhaite que Power Query prenne en compte le 0 en maintenant le type test. Quand j'ai renommé les colonnes tout à l'heure, c'est-à-dire on a modifié quantity, notre colonne zip, on revient à l'étape 10, notre colonne zip était déjà de type entier. Donc, ce qui fait qu'après l'étape de renommage, on est revenu, on a effectué la modification du type. Ce que Power Query a fait, c'est que Power Query s'est basé sur les valeurs qui étaient déjà là et a modifié ces valeurs en type, maintenant cette fois-ci, chaîne de caractères. Donc, ce qui veut dire qu'on avait déjà perdu le 0 du code zip. Donc, la question, c'est de savoir comment donc faire pour pouvoir maintenir et récupérer notre 0. Pour ça, la réponse est simple. Il faut juste qu'à l'étape où Power Query a modifié le type de données en entier, c'est-à-dire pour la première fois, que l'on remplace cette étape par une modification, mais cette fois-ci plutôt en test. Donc, on va supprimer l'étape que l'on vient de créer, type modifié, et on va retourner sur l'étape où Power Query a modifié le type pour la première fois, c'est-à-dire là, on vient sur la 10, c'est ça, et là, on va modifier de nouveau notre type et le changer en test. D'où le message d'insertion de l'étape. Parce qu'en fait, maintenant, il nous demande, voulez-vous vraiment insérer une étape? Parce qu'en fait, l'insertion d'une étape intermédiaire peut avoir des répétitions sur les étapes suivantes. Parce qu'en fait, en gros, on va insérer une étape. Or, on a une étape qui suit cette étape. Mais vu qu'on sait exactement ce que l'on veut faire, on va cliquer sur insérer. Et donc là, on pourra remplacer l'étape actuelle. En remplaçant l'étape actuelle, on va donc à l'étape 10 et on constate que notre 0 est bel et bien là.
Et que si on va donc à l'étape de la colonne renommée, en vérifiant encore la ligne 10, on constate qu'effectivement notre 0 est là. Donc, du coup, c'est parfait. On n'a rien perdu et tout est OK. Ce sont en gros ces petites subtilités-là qui nous aident énormément, voilà, à comprendre bien le sens de Power Query et la notion d'étape appliquée. Donc, on est bon. On a terminé avec Zip. On peut donc continuer à la vérification des types de données. Si on va sur Quantity, on a un type entier, c'est bon. Maintenant, sur Unit Price, on constate que Unit Price est de type ABC. ABC, en fait, qui est de type test, mais alors, Unit Price doit être de type, justement, doit être de type décimal, puisqu'en fait, ce sont sans montant, c'est le prix unitaire doit être de type décimal. On pourra se dire en gros que on va tout simplement changer le type et aller sur, justement, nombre décimal et cliquer dessus. Mais on a une erreur. Pourquoi en fait on a cette erreur? Tout simplement parce qu'on travaille sur une machine française et les valeurs décimales sont censées être séparées par des virgules et non par des points. Donc, ce qui fait que Power Query n'arrive pas à convertir une valeur contenant un point en un nombre décimal. Donc, en gros, c'est tout simplement ça. Je vais supprimer cette étape. OK. Et on pourrait donc se dire que on peut effectuer le remplacement des valeurs et remplacer tout simplement la valeur point par une virgule. En soi, ce n'est pas une mauvaise idée, non, pas du tout, parce qu'effectivement, si on remplace le point par la virgule et par la suite on change le type en nombre décimal, normalement ça marche. Mais le problème en fait, c'est que si plus tard, on a peut-être un partenaire ou un collaborateur qui travaille sur une machine, cette fois-ci peut-être américaine, lorsqu'il va démarrer notre projet dans sa machine, il va rencontrer également l'erreur concernant la virgule et le point. Donc en fait, dans l'idée en gros, c'est de se dire que remplacer le point par la virgule, ce n'est pas résoudre le problème, mais c'est tout simplement déporter le problème. Il faut donc être plus générique dans notre transformation. Donc ainsi, Power Query a une solution pour nous. L'idée en gros, c'est de se dire qu'on effectue une modification qui va s'adapter en fonction du système de la personne qui utilise la donnée. Donc l'idée en gros, c'est de se dire, si nous sommes dans un système francophone, il prend en compte et donc on aura dans une virgule. Et si donc c'est une machine américaine, il prend également en compte et il va mettre un point. Là, on est sûr qu'on est tranquille et c'est tranquille pour la suite. Pour ça donc, on va aller sur la modification du titre également, mais cette fois-ci, on va utiliser les paramètres régionaux. Donc, on va aller sur utilisation des paramètres régionaux. Donc, on va choisir le type de données que l'on souhaite. C'est notamment nombre décimal. Et également, on va choisir la culture. Donc, c'est de se dire en fait que les données qui sont là actuellement, okay, on choisit la culture, notamment anglais, États-Unis. Parfait. Et on met OK. Donc là, c'est parfait. Donc, vous voyez en fait que ça s'est adapté à notre système francophone. Et dorénavant, demain, si vous envoyez ce fichier, ce projet à un collaborateur avec un système américain, cela va également prendre en compte cela et tranquille. Donc, désormais, en fait, Power Query est conscient que le format d'arrivée des données et saura comment convertir les données, tout simplement. Donc, on pourra donc aussi modifier pour Unicode, pareil, parce que là, c'est le type ABC. On va cliquer dessus. Je vais vous demander de le mettre pause et essayer de le faire et de revenir. Je vais revenir donc là. Je vais aller sur utiliser les paramètres régionaux. Pareil, on va choisir le type, nombre décimal. Et là, on va prendre anglais des États-Unis. D'accord. C'est où? Anglais du Cameroun. Non, c'est vrai que j'aime bien le Cameroun. Bon, États-Unis. Voilà, parfait. Donc, on est bon. Maintenant, on effectue une transformation en quelques clics. C'est davantage intéressant. C'est de plus en plus intéressant. On peut donc passer à la prochaine étape. Notamment, je vais vous montrer d'autres opérations que l'on peut effectuer. Parce qu'ici, ce que vous constatez, c'est quoi? C'est qu'on a la quantité, on a l'unit price, on a l'unit cost. Ce qui fait que grâce à ces informations, on peut calculer, on peut créer des colonnes à partir des calculs. Donc l'idée, c'est de se dire en gros que avant même d'effectuer les visualisations, que l'on puisse à notre niveau créer des colonnes qui pourront être exploitées par la suite pour fournir des informations capitales. Et donc pour ça, je vous ai mentionné dernièrement lors de la présentation, c'est que dans Power Query, le langage qui est utilisé, c'est le langage M. C'est un langage en fait, c'est un langage de programmation comme tout le reste. Et vous avez la possibilité de voir le code en fait qui est utilisé à chaque étape. Donc vous voyez là par exemple ici, tout en haut, c'est le langage M. Si je vais là ici, dans type modifié, vous avez un code qui est spécifié. En gros, il y a un code qui, chaque fois qu'on effectue une opération, il y a le code, en fait,
En back-end, un langage M qui est effectué. Là, par exemple, c'est lorsqu'on renommait la colonne. Voici le code en M qui a été utilisé. Donc, c'est ce que